Sur un échec ou une frustration, il ne faut pas tout remettre en cause, il ne faut pas tout changer drastiquement et puis dire tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça ne va pas. Mais c'est simplement essayer d'identifier qu'est-ce qui n'a pas été et puis travailler là-dessus et le changer, l'améliorer ou trouver une solution en fait pour cet élément-là. Bonjour Léa, Bonjour. comment allez-vous? Ça va bien, merci. Comment allez-vous réellement? Bien? Non, je vais bien. Je suis heureuse, je suis épanouie dans ma nouvelle vie d'après-carrière, donc je vais bien. Comme à l'accoutumée donc dans Dacy Talk, j'aimerais qu'on fasse ensemble une rétrospective et qu'on revienne donc 32 années en arrière. Vous êtes d'origine de Fischingen, c'est bien ça, Exact. dans le canton de Turgovie, hein, Ouais. et vous passez votre enfance dans la région de Nyon. Oui. On dit souvent qu'à l'origine de chaque champion ou championne, il y a une rencontre. Pouvez-vous me raconter donc l'histoire peut-être de la rencontre de vos parents, puis vos tout débuts avant d'être double championne d'Europe? Alors, mes deux parents sont suisses-allemands, effectivement. Donc, je suis originaire du canton de Turgovie, mais j'ai aucune attache avec ce canton, en fait, si ce n'est que ça apparaît sur ma carte d'identité. Mon papa a grandi Bâle-Campagne, ma maman dans la région de Gstaad, mais elle est très vite venue en Romandie. Et puis, mon papa, en fait, est venu en Romandie pour apprendre le français. Il a travaillé dans une entreprise de charpente dans mon village à Gingin. Et c'est comme ça qu'il a connu ma maman. Il n'est jamais reparti de ce beau canton de Vaud. Et voilà, et du coup, bah, c'est comme ça que l'histoire de la famille Sprunger a commencé. Et puis, bah, moi, j'ai trois frères et sœurs, deux sœurs, un frère. Et puis, on a grandi dans la campagne nyonnaise, dans un village qui habite Gingin. Et puis, voilà, toujours très axé sport, enfin une éducation assez sportive. On était beaucoup dehors, à jouer ensemble dans la forêt, etc. Et puis je pense que c'est de là que tout a commencé en fait. Qu'on a eu, ma sœur et moi, enfin deux sur les quatre, on a eu une carrière de sportif de haut niveau. Et puis les deux autres ont été aussi sportifs, mais ils n'ont pas fait forcément des compétitions de haut niveau. Et je pense qu'effectivement, notre éducation et notre mode de vie dès l'enfance a fait qu'on ait deux, trois prédispositions pour réussir ce qu'on a réussi. Vous commencez par l'heptathlon, Ouais. et donc beaucoup de champions changent de discipline avant de trouver donc leur idéal. Est-ce que vous pouvez peut-être décrire davantage cette transition? Si on revient un petit peu avant, comment est-ce que, ou bien même encore avant, quand est-ce que vous avez commencé le sport et quel type de sport, et ensuite les différentes transitions que vous avez eues jusqu'à cette discipline du 400 mètres haies? Alors moi, j'ai fait d'abord, j'ai commencé, mon premier sport, c'était la gym au village, comme beaucoup d'enfants, je pense, dans les villages de campagne. C'était un peu le seul sport qu'on avait à disposition. Donc on a tous les quatre commencé à faire de la gym, qui était axé un peu athlétisme quand même. Et puis bah, avec l'âge, on devenait un peu trop grand pour aller dans le club de gym. Moi, j'ai fait un petit détour par le basket, que j'ai pas du tout aimé. En fait, j'ai fait une saison complète parce que moi j'aurais voulu arrêter avant, mais mes parents ont dit bah t'as commencé quelque chose, tu le finis. Ce qu'avec le recul je respecte beaucoup en fait, c'était une valeur très importante. Ils m'ont mis dans le basket parce que je suis très grande et puis ils ont dit bah fais du basket, ça c'est un sport qui t'ira sûrement bien. Mais non. Et du coup, après une année de basket, j'ai arrêté. Puis je suis allée directement dans l'athlétisme. J'ai rejoint ma grande sœur qui était au club déjà. Et c'est comme ça que bah, ma passion pour l'athlétisme a commencé. Et l'heptathlon, en fait, c'est venu parce que la philosophie de mon club, le Covagnon, était qu'en fait, un enfant doit toucher un peu à toutes les disciplines, doit être habile dans tout. Et puis, donc j'ai toujours fait toutes les disciplines dans mon club. Et puis, en fait, de fil en aiguille, j'ai terminé par faire de l'heptathlon. Et plus j'avançais, plus j'avais en fait des points forts et des points faibles. Il y a deux types d'heptathlètes. Il y a justement celles qui ont des points forts, points faibles, ou celles qui sont, disons, moyennes partout. Mais en fait, moi, j'avais vraiment des points faibles qui étaient très très faibles. Et du coup, bah, en 2012, quand on va dire l'année année olympique, je me rendais compte que j'avais
j'avais pas les chances de me qualifier à l'heptathlon pour les Jeux Olympiques. Donc j'ai dû prendre une décision, c'était soit aller aux Jeux Olympiques en changeant de discipline ou rester dans ma discipline de cœur et peut-être pas aller aux Jeux Olympiques. Donc le choix a été assez facile à faire. Et du coup j'ai fait mon premier changement de discipline sur 200 mètres. Je me suis spécialisée dans le sprint parce que c'était aussi le plus facile et c'était ma discipline forte de l'heptathlon. Mais en sachant qu'à terme, je changerai encore une fois pour le 400 mètres, qui était je pense, ma discipline de prédilection. Et du coup, ça a effectivement fonctionné et je pense que c'était le chemin correct. Mais c'est vrai que c'est une façon de faire un chemin qui est assez atypique en fait, parce qu'à 25 ans, changer pour le 400 mètres, c'est très très tard dans l'athlétisme. Et puis d'ailleurs, voilà, j'étais pas la plus belle technicienne sur les haies, mais voilà, j'avais d'autres qualités qui m'ont permis d'atteindre ce que j'ai atteint. Mhm. Et qu'est-ce qui a fait que justement à ce moment-là, vous avez pris la décision de changer? Est-ce que c'était un sentiment que vous étiez justement très fort dans cette discipline, vous avez de la facilité, ou est-ce que pour vous tout était simple justement à ce moment-là de faire cette discipline? Le choix des disciplines, pourquoi les changements à ces moments de ma carrière, c'était différents aspects en fait. Il y avait l'aspect, souvent c'était une sorte de frustration où je sentais que j'étais pas capable de montrer mon potentiel complet sur la piste. À l'heptathlon, j'avais justement ces points faibles qui me frustraient, qui me dérangeaient parce que je sentais que je pouvais valoir plus, que je pouvais atteindre des médailles, mais pas dans cette discipline-là. Donc après, je suis partie sur 200, mais là aussi, j'avais cette frustration où j'avais l'impression que c'était trop court comme distance, que j'avais, voilà, avec ma taille aussi, il me faut du temps pour me mettre en route, on dira. Et du coup, ouais, j'étais frustrée dans cette discipline-là, dans cette distance-là. Et puis, beaucoup de gens disaient, beaucoup d'entraîneurs qui m'observaient me disaient, mais en fait, il faut que tu fasses du 400 parce que c'est avec ta foulée, avec ta vitesse, c'est ça que tu dois faire. Et puis, après, plutôt les haies que le plat, c'était aussi un aspect d'amour, en fait, pour la discipline. J'avais envie d'avoir ces obstacles, d'avoir ce challenge de tactique aussi un peu plus réfléchi peut-être que sur le 400 mètres plat. Et puis c'est comme ça que j'ai atterri dans cette discipline. Donc vous êtes double championne d'Europe, hein. Puis donc avant ça vous avez eu plusieurs expériences, dont par exemple donc les mondiaux en salle à Birmingham en mars 2018. Et puis c'est vrai que c'était une disqualification dans un contexte qui était quand même particulier. Quels sont les sentiments que vous avez donc à ce moment-là? Et puis comment avez-vous fait pour transformer cette expérience en force et aussi revenir donc en août de la même année au championnat au championnat d'Europe de Berlin et puis de réussir donc cet exploit? Il y a eu plusieurs étapes avant d'arriver à ce titre de championne d'Europe, effectivement. Et ces étapes, ça a été des coups durs, des échecs que je me suis pris en pleine face, on dira. La dernière était justement Birmingham 2018, mais avant ça, il y en a eu d'autres qui ont été plus difficiles à surmonter presque que Birmingham. Commencer par en fait les Jeux Olympiques à Rio en 2016, où j'arrivais là-bas avec une médaille de bronze au championnat d'Europe. Sur le papier, j'étais capable d'entrer en finale. Donc c'était mon objectif. Et au premier tour, je me fais sortir parce que j'étais pas du tout prête en fait mentalement à cet objectif que je m'étais mis. Et là, en fait, se pose beaucoup de questions parce qu'on essaie de comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, physiquement ça allait, mentalement ça n'a pas joué, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc j'ai commencé à travailler avec une coach mentale, par exemple. Ensuite, le deuxième gros échec, c'était en 2017 au championnat d'Europe en salle, où j'étais favorite en fait de la discipline du 400 mètres. Et je passe le premier tour, deuxième tour facile haut la main et en finale, j'avais tout pour gagner le titre. Et jusqu'à 300 mètres, j'étais en tête. Puis bon, on se disait, mais en fait, voilà, plus rien peut lui arriver. Le titre est atteint. Et pas du tout, je finis cinquième parce qu'en fait, j'ai un
un blocage aussi de nouveau mental où ma tête et mes jambes ne travaillent pas la même chose et j'ai commencé à faire presque du surplace. J'avais vraiment cette sensation que mes jambes n'avançaient plus. Et du coup, tout le monde me passe les unes après les autres. Et c'était frustrant parce que avant ça, je faisais des temps incroyables, j'avais tout pour réussir. Et puis, coup sur coup, en fait, je me loupe. Et là, du coup, il y a énormément de remise en question. Est-ce que je suis vraiment faite pour ce sport? Est-ce que je suis prête pour les grandes compétitions, etc. Et puis, après, en dehors, ça commence à aller un petit peu mieux. Et ensuite arrive justement Birmingham 2018 en mars, où là, effectivement, je me fais disqualifier. Et je pense que c'était la saison où j'étais physiquement le plus en forme de ma carrière. Euh, et en fait, je me fais disqualifier en demi-finale parce que je marche sur la ligne. Et là, c'était difficile parce que je pense que c'est l'année où j'aurais pu gagner une médaille mondiale, celle qui me manque en fait à mon palmarès. Et puis en fait, c'était une autre approche là de comment surmonter cet échec-là parce que en fait, j'avais l'impression d'avoir rien fait faux. En fait, j'étais prête mentalement, j'étais prête physiquement, mais on m'a ôté en fait cette chance de pouvoir montrer ce que je valais vraiment. Donc une énorme frustration en moi en fait, parce que j'avais l'impression d'être victime d'une injustice. Alors on était plein à être disqualifiés sur cette édition-là parce que ils ont commencé à travailler avec la vidéo en fait pour la première fois et ben on voit que je marche sur la ligne, mais de ça et puis 30 centimètres plus loin, j'aurais pas été disqualifiée parce que j'étais dans la ligne droite. Mais voilà, donc à ce moment-là, c'était dur et c'était frustrant. Et en fait, là, je me suis juste dit, mais prends cette frustration avec toi à l'entraînement, tu repars à l'entraînement et tu mets cette haine que tu as envers cette injustice, en fait, sur la piste, dans tes entraînements. Et puis voilà. Et après, effectivement, il s'est passé Berlin 2018 avec enfin les pièces du puzzle qui se sont assemblées et rien est venu se mettre en travers de mon chemin. Mhm. Et c'est juste magique hein, comme parcours que vous décrivez. Comment est-ce que vous faites à ce moment-là ces différentes émotions, différents états d'esprit? Une fois, donc, il y a une frustration qui n'est extérieure, hein, si on veut, qui est due à des éléments extérieurs. Une autre fois, il y a un échec qui est peut-être dû à un manque de préparation, vous le dites, mais c'est des choses qui sont complètement différentes. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui passe par là aujourd'hui? Il y en a des sportifs hein, qui vont être dans la même situation que vous, qui vont passer par ces frustrations, qu'elles soient dues à la préparation ou dues à des éléments extérieurs. Qu'est-ce que vous leur dites? Comment ils font pour aller de l'avant? Moi, je pense que le plus important, mais c'est peut-être aussi le plus dur à faire, c'est de juste prendre du recul, de s'asseoir et d'essayer d'analyser la situation et comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Parce qu'au final, c'est peut-être juste, c'est ce que je dis souvent, c'est peut-être juste un grain de sable qui a fait que la machine a pas fonctionné, mais tout le reste autour a fonctionné. Et en fait, il faut pas, sur un échec ou une frustration, il ne faut pas tout remettre en cause, il ne faut pas tout changer drastiquement et puis dire tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça ne va pas. Mais c'est simplement essayer d'identifier qu'est-ce qui n'a pas été et puis travailler là-dessus et le changer, l'améliorer ou trouver une solution en fait pour cet élément-là. Et moi, dans chacun de mes échecs, je l'ai fait. J'ai essayé toujours de changer quelque chose. En 2016, j'ai amené ma coach mentale dans mon entourage qui a super bien fonctionné. Alors en 2017, on avait fait 6 mois de travail ensemble, donc on n'était encore pas rodés, etc. Donc 2017, l'échec que j'ai eu de nouveau, là aussi c'était de nouveau un problème mental, mais c'était aussi cette première fois que j'étais dans la position de favorite avec le dossard bleu qui montre qu'on est le leader de la discipline. Donc voilà une nouvelle position. Donc c'est nouveau quelque chose que j'ai dû apprendre à vivre avec parce que ça allait se représenter, je l'espérais en tout cas. Et puis voilà, après 2018, c'était une frustration. Et là, en fait, il n'y avait pas une grande analyse à faire. C'était juste accepter et puis dire qu'on avait tout fait juste et puis que j'étais effectivement au top de ma forme et j'aurais pu décrocher cette médaille si j'avais pu courir cette finale.
Donc voilà, c'est justement toujours analyser, mais après, ce qui est aussi important et que j'essaye toujours de dire aussi, c'est de faire le même travail avec les victoires, en fait. Parce que pourquoi, en fait, est-ce que ça a fonctionné cette fois-ci? C'est aussi intéressant, en fait, de comprendre qu'est-ce qu'on a fait juste. Et peut-être que même si on a gagné, il y a peut-être des choses qui peuvent être optimisées encore pour l'objectif d'après. Mhm. Ouais, vous parlez beaucoup de la notion, de la dimension mentale, et puis le travail mental. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus là-dessus? Est-ce qu'il y a eu des choses spécifiques qui ont fait que, à un moment donné, ça a changé? Ou est-ce qu'il y a eu des choses que vous faisiez au départ et peut-être un ou deux exemples de ce que vous faisiez plus ensuite et qui a vraiment été des éléments déclencheurs qui ont fait que ça, ben voilà, vous avez vu qu'il y a eu peut-être un palier qui a été franchi. Ouais, alors pour moi, l'aspect mental, il est arrivé assez tard dans ma carrière, hein, seulement à 26 ans, en fait, où j'ai vraiment commencé à travailler avec quelqu'un. Avant ça, je me disais, ah non, j'ai pas besoin de ça. Je- J'arrive à le faire toute seule, ou avec mon entraîneur, ou mon entourage, ça suffit. Mais non, c'est quand même un aspect qui est super important. Je pense que c'est un aspect qu'il faut pas négliger, mais qu'il faut pas forcément avoir directement dans sa préparation quelqu'un de très jeune. En fait, je dirais que c'est peut-être un atout à sortir un peu plus tard dans sa carrière, c'est mon point de vue. Mais ce que j'ai fait avec ma coach mentale, c'était beaucoup en fait, moi j'avais un grand complexe d'infériorité où quand j'allais dans une compétition, je voyais le palmarès de mes concurrentes et je me disais, mais en fait, je peux pas être dans le top 3. C'est pas possible parce que, en fait, sur le papier, je dois être 7 ou 8e. Donc, je je m'autorisais pas à essayer de gagner, en fait, parce que j'avais l'impression qu'elles étaient meilleures que moi. Et du coup, ça a été le plus gros travail que j'ai dû faire, c'est de voir mes forces à moi, de comprendre avec quoi je pouvais gagner une course, même si sur le papier, la fille dans le couloir à côté de moi était championne du monde ou elle avait un record à une seconde plus vite que moi. C'était vraiment trouver mes cartes, mes atouts, et puis au moment de la course, d'abaisser mes atouts et de jouer mon jeu de cartes, en fait, si on veut. Si on veut comme ça, et vraiment être focalisé sur mon couloir, et puis pas sur ce qui se passe à gauche et à droite. Et ça, je pense que ça a été le plus gros travail qu'on a fait, en fait. C'est prendre conscience que, bah oui, j'ai le droit de gagner, et puis oui, je m'entraîne dur, et puis j'ai aussi le droit de me battre pour les médailles et pour être sur le devant de la scène. Mhm. Et est-ce qu'il y a d'autres exemples peut-être que vous pensez ou d'autres éléments qui étaient déclencheurs à ce moment-là ou ça c'était vraiment l'élément essentiel auquel Ça a vraiment vous été pensez? D'accord. le gros du travail. Ouais. Après, on a forcément travaillé sur d'autres détails, enfin aussi sur bah voilà, l'athlétisme c'est un sport individuel, mais on est un sport d'équipe en fait. On est toujours une quinzaine à l'entraînement. Quand on part en camp d'entraînement, on est 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes qu'on n'a pas forcément choisies non plus, même si je me suis toujours bien entendue avec mes collègues d'entraînement. Ça, certaines personnes, en fait, son groupe d'entraînement nous a imposé en fait. Et bah, des fois, après un mois, 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes, ça peut être difficile. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai dû apprendre bah, à vivre avec, en fait, à accepter qu'en fait, bah non, des fois, j'ai besoin de mon moment à moi et puis de m'isoler et puis que c'est pas grave, en fait, que les autres ont besoin, enfin, doivent accepter, que moi, je dois accepter ça et puis, ouais, qu'en fait, ouais, le regard des autres est pas si important que ça, en fait. Et comment on se retrouve justement dans ces groupes quand on est souvent avec beaucoup de monde, dans un écosystème qui est quand même assez particulier en tant que sportif d'élite? Comment on fait pour justement évoluer dans ce groupe et puis trouver ces moments pour soi? Est-ce qu'on y arrive ou pas du tout? Parce qu'on connaît l'importance de l'écosystème hein, pour les grands champions et les sportifs d'élite. Est-ce que vous arrivez, c'est quelque chose qui est facile à contrôler ou pas du tout? Oui, moi alors, oui, moi j'y suis assez bien arrivée. Je me suis toujours super bien entendue avec mon entraîneur. On avait une relation
très, très fortes, en fait, où on osait se dire les choses, et puis ça pouvait partir en clash, et puis l'heure d'après, c'était de nouveau bien. Et puis avec les collègues d'entraînement aussi, en fait, on a appris à vivre avec, à vivre justement dans cet écosystème qui est effectivement très spécial, parce que on est, on est très amis, mais parfois on est aussi très concurrentes. Et puis bah, des fois, il n'y a que 3 places ou 4 places dans un relais. Et puis ben, on est 5 à l'entraînement à vouloir prétendre à cette place. Et puis forcément, il y a de la concurrence. Mais on a toujours essayé de vivre en harmonie, en fait. Et puis ça jouait dans le 90% des cas. Lors de réussite en fait et de succès, on parle souvent de l'importance de la vision et de la direction. Euh, Quels ont été en fait un petit peu les changements en termes de vision et direction, si on a eu, lors de votre parcours et pendant ces 20-25 dernières années? Est-ce qu'il y a eu voilà, une vision un peu différente du sport, de vous-même, ou une direction différente que vous avez prise? Bah, je pense que oui. Si on reprend vraiment depuis le tout début, il y a eu une grande évolution dans la personne que je suis devenue. Et je le dis aussi, enfin, je suis devenue la personne que je suis maintenant grâce au sport, grâce au parcours que j'ai eu, aux gens que j'ai côtoyés, au but que j'ai eu et les choses que j'ai atteintes. Et effectivement, ça évolue. Quand j'étais gamine, jamais j'ai rêvé d'aller aux Jeux Olympiques. En fait, j'étais un peu, j'ai gravi les échelons petit à petit sans vraiment m'en rendre compte. Tout d'un coup, bah voilà, j'étais en championnat du monde du 18, et puis tout d'un coup, on était en 2000, fin 2011, et puis on parlait de Jeux Olympiques, puis oui, bah peut-être que j'allais pouvoir y aller. Donc, gravi les échelons un peu avec pas mal d'insouciance, et puis en fait, au bout d'un moment, ben, on prend quand même un peu conscience de tout ça, et je suis devenue de plus en plus professionnelle, et en fait, au fil des saisons, au fil des échéances, ben forcément, je suis devenue très professionnelle, et tout en gardant, en fait, pour moi, c'était super important de garder le plaisir du sport, et je pense que c'est la clé, en fait, de s'amuser sur la piste, et puis alors, on ne s'est pas toujours amusé, il y a des moments un peu plus difficiles, et puis on a envie de tout envoyer péter, mais, euh, mais oui, devenu de plus en plus professionnelle, et puis conscience aussi en fait, de ce que je peux véhiculer aussi à la fin pour la nouvelle génération, en fait. Moi, je me souviens de quand j'étais gamine, les stars suisses que je regardais avec des yeux pleins les étoiles à chercher des autographes. Puis en fait, un jour, c'était moi, cette star suisse. Et puis aussi, bah, je pense que c'est important de prendre conscience que bah, il y a des enfants qui rêvent d'être comme nous, et qu'on est sûrement affichés dans les chambres d'enfants. Et du coup, bah, son comportement est super important parce il est observé et parfois copié. Imaginons que vous parlez à Léa Sprunger qui a 5 ans, ou à une petite fille justement de 5 ans, et vous devez lui transmettre quelques messages justement de direction ou de vision. Quels seraient ces messages que vous diriez à cette petite fille? Bah, 5 ans, c'est jeune, hein, donc forcément, à 5 ans, je lui dirais simplement de faire ce qu'elle aime, et puis de prendre ouais, vraiment prendre du plaisir à l'entraînement, de, d'avoir des copines à l'entraînement. Et moi, c'est pour ça que j'allais à l'entraînement, en fait. C'était pas pour le sport en soi. J'avais des copines, et puis j'avais hyper du plaisir à passer mes mercredis et mes vendredis après-midi avec elles. Donc, je pense que ça, c'est la clé, en tout cas, quand on est enfant. C'est de prendre du plaisir, de ne pas réfléchir, et puis simplement ouais, se dépenser, et puis essayer de se surpasser, mais en ayant toujours cet aspect ludique. Ce qui est difficile dans l'athlétisme, parce que c'est pas du tout un sport fun, en fait. On joue pas à l'athlétisme. Et je pense que c'est aussi la caractéristique de mon entraîneur de club. Il a toujours su nous amener notre sport de façon ludique. Et ça, je pense que c'est la clé, en fait, c'est de faire jouer l'enfant pour qu'il se rende pas compte qu'il est en train de faire du sport, et puis de se développer physiquement. On arrive donc gentiment au terme de cet entretien.
Donc je sais que les anciens champions et championnes, même à la retraite, ont toujours de nouveaux challenges à accomplir. Quel est votre prochain challenge, Léa? Alors, il est pas vraiment sportif, c'est plus un D'accord. challenge professionnel en fait, où bah voilà, j'ai envie de m'épanouir aussi dans ma nouvelle fonction au sein d'Athletissima, le meeting d'athlétisme qu'on a à Lausanne, où bah voilà, je retrouve aussi certaines similitudes avec le sport, avec ce moment où il faut délivrer le jour J, cette constante volonté de vouloir faire mieux que l'édition passée, etc. Donc, euh, ça, c'est un challenge et c'est ce qui me motive actuellement. Et sportivement parlant, j'ai pas beaucoup de challenges. Déjà, un challenge, c'est faire du sport de manière régulière parce que, en toute honnêteté, c'est plus du tout ma priorité. Et puis, j'ai de la peine à le mettre dans mon quotidien. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de changer. Et j'aimerais apprendre à nager. Ça, c'est quelque chose que, voilà, on verra. Mais pas de grands challenges sportifs pour le moment. J'ai assez donné, je crois. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas, Léa, d'avoir pris le temps de Merci. partager ces quelques moments avec moi et avec nous. Et je vous souhaite en tout cas tout le meilleur pour la Merci. suite de votre parcours et de votre carrière. Merci Merci, beaucoup. Léa. Merci.